Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Du journal de l'hebdomadaire Le Point. Alors encore une fois, je rappelle, ils ont consulté, disent-ils, 30 000 publications scientifiques, dont il ressort les palmarès avec 1000 experts dignes de figurer de 14 disciplines dignes du figurer. Et un article, une chronique assez longue, pourquoi Didier Raoult ne figure pas dans le palmarès. Alors, je ne vais pas le citer entièrement, mais simplement, des explications s'imposent, et le début de la phrase est formidable. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, Didier Raoult et l'IHU se sont isolés de la communauté médicale. Alors ça, c'est intéressant, on va en parler. C'est quoi, se sont isolés? Est-ce qu'ils se sont confinés, effectivement, en marge de la communauté? Et ajoute le papier rapidement, la publication en août 2022 du rapport de l'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, et de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche, mandatée en novembre 2021 pour effectuer une mission de contrôle au sein de l'IHU, relève une multitude d'infractions pouvant faire l'objet de poursuites pénale, oui, carrément, pratique médicale déviante. Grâce à quoi? Eh bien, le journal Le Point a décidé de ne pas, effectivement, d'exclure, carrément, les professeurs de l'IHU et Didier Raoult. Bonjour Didier Raoult, qu'est-ce que ça vous inspire, cette espèce de suppression comme ça, comme dans les photos soviétiques des années 30? Oui, ça m'étonne pas, et au contraire, ça devra conforter les gens dans la nature du rôle des uns et des autres, parce que la nature de la presse est de faire de l'information ou faire de la propagande. C'est une question qui se résout actuellement d'une manière de plus en plus claire. C'est pas nouveau. Les choses qui en France depuis très longtemps, je sais que vous avez lu mon autobiographie. Moi, j'ai ramené en France, en 87 la manière de qualifier la production scientifique, qui est nous produisons de la science comme les autres font des produits. Nous, on produit de la connaissance. Et cette connaissance, elle est écrite, donc elle est évaluable. Ouais. Et c'est très gênant parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas décider politiquement ou stratégiquement de qui est bon ou qui n'est pas bon. Vous n'avez qu'à regarder ce que les gens font. Et c'est maintenant accessible à tout le monde. D'ailleurs, sur Twitter, je le retweeterai peut-être. D'ailleurs, il y a des gens qui ont mis le classement du Point et qui ont mis le classement par ordre de citation. Et en même temps, ils ont mis le classement par ordre de relations financières. De avec conflit d'intérêts avec certains labos. Voilà, disons-le. Moi, j'aime bien un certain degré de transparence. Tout le monde parle beaucoup de transparence. Ça, c'est de la transparence. C'est intéressant. Après, ce qui est très intéressant, pas parce que les gens n'ont pas le temps de travailler, c'est de regarder en réalité ce qui a tellement irrité les gens dans tout ce que j'ai dit, mais tout le monde est d'accord maintenant. Je disais qu'il fallait tester les gens, on a testé 10 fois plus que ce que je disais qu'il fallait en tester, et qu'il fallait s'occuper des malades précocement et pas leur dire de rester à la maison. Tout le monde est bien d'accord maintenant. Quand j'ai dit, écoutez, et d'ailleurs, c'est moi qui ai dit, écoutez, il faut que vous mesurez le taux d'oxygène parce que vous allez avoir des problèmes. Tout ça, maintenant, la stratégie vaccinale est exactement celle que je prônais depuis le début. Il faut vacciner les gens qui ont un risque et ça n'arrêtera pas l'épidémie. Donc, c'est ce que l'on voit maintenant. Donc, mais Didier Raoult, excusez-moi, ce qu'on ne comprend pas très bien, vous parlez de la science, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est qu'on voit très bien, il dit oui, et rapport de l'IGAS, etc., pratique déviante, mais enfin, rien là-dedans, on le sait, c'est pas pour vous défendre, tout ça, mais enfin, je veux dire, où est l'explication scientifique de dire que Didier Raoult et les professeurs de l'IHU de Marseille ont fauté, n'ont pas fait de la science. C'est-à-dire, ce qui est étonnant, c'est que c'est encore un procès d'intention qu'on vous fait là. C'est plus, on a déjà eu l'occasion de parler. Vous savez, il y a une bascule du monde dont on a parlé entre le tertiaire, technocrate, la réglementation, la tertiaire et ceux qui travaillent. Et donc, tous ceux qui échappent à l'obéissance, qui est la règle dans le tertiaire,
sont en réalité exclus. Alors, moi, c'est un peu difficile. C'est difficile de me traiter d'extrême droite compte tenu de la manière dont on traite les gens d'extrême droite quand on connaît mes opinions sur et ma vie familiale sur l'antisémitisme, la xénophobie, ou y compris l'immigration. Bien sûr. Bon, je sais. C'est difficile de dire que je suis d'extrême gauche, bien que beaucoup de mes références philosophiques soient de gauche. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a plus de place. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le gouvernement, à un moment donné, vous avez un moment où je suis d'accord, eh bien, il n'y a plus de place. Donc, comme tous les autres sont classés soit extrême droite, soit extrême gauche, on crée une nouvelle bulle qui sont les complotistes. Alors, je ne sais pas de quel complot on parle, si c'est juste d'un peu de réalisme. Mais globalement, de manière plus intéressante, je crois, qui peut alimenter le débat, il y a deux choses. Donc, il y a les technocrates petit à petit, et les politiques, et puis les journalistes qui comprennent mieux, pardonnez-moi, les technocrates que les scientifiques, parce qu'ils n'ont pas la formation que l'on a, on finit par prendre le pouvoir de manière très significative, et en particulier sur l'éthique. C'est là-dessus que l'IGAS nous a essayé de nous embêter. Sur l'éthique, c'est-à-dire la manière dont on doit faire de l'expérimentation quand les hommes sont concernés. De manière très intéressante, tout ce qui nous est reproché n'est que du règlement. Ça n'a rien à voir avec l'éthique. L'éthique, c'est la morale. Et pour nous, les médecins, c'est d'abord, la déclaration d'Helsinki, c'est la bienveillance, ne pas prendre de risques inutiles, soit être transparent, et en particulier, ce qu'on fait jamais en France, c'est de déclarer, l'investigateur doit dire au malade, s'il l'inclut dans un essai, si ça va lui rapporter de l'argent. Et ça n'existe jamais sur ce qu'on remet aux malades. Ce qui est ça, quelque chose que demande la déclaration des. On ne le dit jamais aux malades, si ça va rapporter de l'argent ou pas. On leur donne des papiers, si vous voulez, vous n'avez qu'à faire un tour. Au comité de protection des personnes, normalement, on devrait informer le malade. Voilà, si vous rentrez dans mon essai, je vais toucher 100 €, ou je vais être invité à un congrès, ou je vais être payé. Donc, la relation n'est pas, vous me servez à gagner de l'argent directement. Indirectement par cet essai. Donc ça, voilà un problème de morale. Le Comité national d'éthique devrait s'occuper de ça. Un autre problème de morale, c'est les essais de non-infériorité qui viennent d'être établis de manière assez intéressante par la Haute Autorité de Santé. C'est quoi la non-infériorité? Expliquez-nous juste. C'est-à-dire, en réalité, on n'a pas besoin de beaucoup de nouveaux médicaments. On n'en a pas. Très très peu de niches. Vous l'avez dit, et donc, si vous voulez vendre un nouveau médicament, vous pouvez plus démontrer qu'il est supérieur. Le truc de la randomisation, etc., vous allez passer toute petite niche. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dire, écoutez, je peux pas montrer qu'il est supérieur, mais je peux montrer qu'il n'est pas inférieur. Et pour montrer qu'il n'est pas inférieur, je fais prendre au malade un risque en lui disant, on va vous tirer au sort, soit vous avez le médicament qui marche, soit vous avez le médicament qu'on teste, dont on ne sait pas s'il est aussi bon, on espère, mais on ne sait pas s'il est aussi bon que celui qui marche. On lui fait prendre un risque, mais on lui écrit jamais textuellement « vous prenez un risque », en plus il est possible que vous preniez un risque pour me faire gagner de l'argent. Donc il y a de vrais problèmes moraux, d'éthique. Après, quand on vous dit « vous avez réutilisé », nous on nous a beaucoup reproché ça, en particulier on nous a harcelé sur cette bande de voyous, là, de peuple pire, en disant « vous avez utilisé le même numéro de comité d'éthique ». Mais personne n'a jamais dit qu'il fallait pas utiliser un comité d'éthique générique pour dire nous, celui qu'on a utilisé, est-ce qu'on peut utiliser la crotte qui a été prélevée pour d'autres conditions pour regarder s'il y a des microbes dedans? On ne va pas demander ça tous les 6 mois, on va demander ça une bonne fois. Continuons de dire. Mais comment on en arrive, Didier Raoult, comment on en arrive à dire pratique médicale déviante, infraction pouvant faire l'objet de poursuites pénale? Je veux dire que vous parlez très bien, vous parlez éthique, vous parlez de ce que vous avez fait. Et moi, ce que je ne comprends pas, et encore une fois, il y a journalistes et journalistes, mais la chose qui vraiment nous échappe, et je suis pas le seul, c'est de dire, mais attendez, sur quelle base réelle, précise, vous vous basez pour dire, ah non, tout ça, ça ne vaut rien. En fait, on revient à votre protocole Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine, on revient à tout ce qu'on vous a reproché pendant 1 an ou 2 ans. Mais même pas. Non, c'est cocasse. Non, même pas. En réalité, les 2 ministres ont écrit, écoutez, c'est scandaleux, il y a un essai illégal sur la tuberculose à Marseille, qui était un truc qui avait été rapporté par une journaliste marseillaise qui travaille dans un journal à Paris, qui a été repris par le journal à Marseille, qui a été repris par le directeur général de l'assistance publique, qui a écrit, je poursuis pour ça, qui a écrit
nous avons la preuve qu'il y a un essai illégal sur la tuberculose, ce qui s'est révélé être faux. La NSM est venue, ils sont venus les poings tout serrés. Ça m'a pas beaucoup ému, comme vous pouvez imaginer. Ils ont regardé, ils sont partis en disant il n'y a pas d'essai thérapeutique illégal actuellement dans les HU. Donc ils ont passé 7 mois à 8 personnes à fouiller. On leur a envoyé 75 000 documents. Et à la fin, ils ont trouvé 2 trucs qui est une interprétation qui leur est personnelle de la loi. Les 2 trucs qu'ils ont trouvés, c'est des étudiants en médecine qui allaient se balader dans des pays du Sud où il y a des bactéries résistantes, faisaient des autoprélèvements, et après avoir signé, c'était eux-mêmes qui faisaient les prélèvements, de la bouche et de l'anus pour savoir s'ils avaient attrapé des bactéries là-bas, s'il fallait décontaminer, et c'est une énorme étude de 4000 personnes qui avait été promue par l'assistance publique, signée par le directeur de l'assistance publique et signée par le doyen de la faculté de médecine. C'est ça qu'ils ont trouvé avec 75 000 documents et 7 mois de travail. Et avec ça, ils ont dit, il faut qu'on vous rééduque comme les camps vietnamiens. Alors, on vous supprime tout le droit de faire de la recherche clinique et vous devez apprendre ce que c'est que le harcèlement. Alors, il y avait un autre truc sur le harcèlement. C'est extraordinaire, le harcèlement. Vous savez, il y avait un truc qui avait été fait par McKinsey. Je m'excuse de faire la publicité. Encore, oui. Des fois, je suis d'accord avec ce gouvernement. Il vaut mieux se fier à des gens qui regardent les chiffres que ceux qui les regardent pas. Ouais. Et donc, ils avaient regardé les chiffres. Et donc, on avait les taux les plus bas d'absentéisme de toute l'assistance publique et de l'université. Et les taux de mutation les plus bas. Alors, pour dire qu'il y a du malaise là-dedans, bien entendu, sur 800 personnes, si vous cherchez les gens qui sont pas contents, vous en trouverez. On peut les étudier avec des chiffres, c'est facile tout ça. Vous voyez, moi, j'aurais souhaité au contraire qu'ils fassent l'investigation sur l'hydroxychloroquine. Ils veulent pas le faire parce qu'on sait très bien nous le résultat. Ouais, on sait parfaitement le résultat. Il suffit de les regarder les résultats. Mais ils se sont bien gardés de le faire. Mais il y avait 2 conclusions. J'ai aimé, au contraire, leur rapport parce qu'il y a 5 lignes qui disent ils ont géré très bien la crise du Covid, qui est dans ce rapport. Tandis que dans le rapport, dont personne parle, de la Cour des comptes sur l'INSERM, ils disent l'INSERM ne s'est absolument pas occupé de gérer la crise du Covid. Alors, on dirait le directeur aussi. Mais si vous voulez, globalement, c'est intéressant de voir ce que l'on pique. Nous, c'était notre métier de faire ça, c'est de soigner les malades. De faire bien sûr. Il faut se rappeler que c'est ça le métier du médecin. Alors, juste un mot, Didier Raoult. Olivier Hertel a tweeté, lors de leur entretien avec Didier Raoult, il nous assure qu'il a, quand ils étaient en train de faire le palmarès, il nous assure qu'il a fait réanalyser le rapport de l'IGAS par 2 inspecteurs de très haut niveau de l'IGAS et ceux de manière officielle. Selon eux, ce serait un rapport à charge. Mes problèmes, ajoute encore une fois Olivier Hertel, du Point. Le premier inspecteur était à la retraite depuis 2012. Le deuxième que nous avons contacté dément. Il n'a jamais eu ce rapport entre les mains. L'IGAS, aucun sens. En fait, sur le rapport, ils se sont basés sur le rapport de l'IGAS pour dire ah non, on ne peut pas les inclure dans le palmarès. Votre réaction, c'est quoi? Ah ben, si vous voulez, je crois pas. Depuis, je suis un grand garçon, donc je pense que la plupart des gens, tout ça, c'est du mercenariat, si vous voulez. Ouais. Donc je pense que les gens ont un objectif avant de commencer et que vous pouvez pas les transformer. Généralement, je fais une exception par le Point parce que vous savez que pendant longtemps, j'ai fait des gros... Et qui est un excellent hebdomadaire, il y a pas, c'est pas le problème, mais... Cela étant, généralement, je prends pas les journalistes comme ça parce que je sais bien que leur objectif, c'est celui-là. Donc, ils sont mainstream. Il n'était pas... Voilà, changé beaucoup. Le Point était pas mainstream, il est devenu, c'est comme ça. Et il n'y a plus qu'un seul parti. Et tout ce qui est dehors, c'est les complotistes, on ne sait pas où, l'extrême droite, l'extrême gauche. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous faites partie d'un de ces 3 groupes. J'ai eu un très bon rapport fait d'ailleurs dans ce sens qui définissait les gens, qui était un rapport sponsorisé par le fonds Marianne, si vous voulez, qui expliquait ce que c'était les complotistes, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le gouvernement et qui est sponsorisé par le gouvernement. C'est ridicule, je m'en fiche. Mais il y a un problème de fond, si vous voulez, c'est que qui est plus grave que moi, tout ça, y compris cette crise, elle sera analysée avec le temps, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Il y aura une enquête parlementaire qui remettra tout ça à plat, et puis on verra bien comme elle se fait aux États-Unis actuellement. Absolument. Et c'est parti aux États-Unis, oui. Mais ce qui est inquiétant en France, c'est ce déni, cet aveuglement absolu sur l'évolution de la science. La France n'aime pas les gens qui font bien et qui réussissent. Et on ne peut pas faire de la recherche sans, il faut avoir des leaders et il faut avoir
une masse suffisante pour pouvoir faire des travaux qui vont progresser petit à petit. Il faut avoir les deux. Et la France n'aime pas les leaders. C'est comme ça, au moins dans le domaine de la science. C'est comme ça depuis longtemps. Donc elle cherche à les décapiter, c'est vrai. Je vais répéter chez vous, depuis la Révolution française avec Lavoisier. C'est pareil, si vous voulez. Il y a cette haine qui est là. Et moi, y compris dans le Point d'ailleurs, j'avais publié les classements et la situation de la France et l'état de l'INSERM qui ne fabriquait plus de sciences médicales, si vous voulez, et d'essayer de casser le thermomètre. C'est ce qu'on fait, là, on casse juste le thermomètre, on enlève juste l'IHU. Après, en même temps, dans la Provence, on dit c'est l'IHU qui tue la recherche, mais ça faisait 20% de la recherche. Vous n'avez qu'à lire le rapport de McKinsey, encore une fois, qui dit... Mais vous savez, Didier Raoult, juste un mot... Ce que disait, j'ai pensé à vous en lisant, mais je me rappelle plus du nom de l'écrivain. Il dit aujourd'hui, il faut savoir se faire pardonner de ses succès. Voilà. C'est vrai, mais encore une fois, c'est pour moi et à mon âge, je m'en fiche un peu. C'est un problème, c'est-à-dire quand la France doit s'éveiller à cultiver, arrêter de parler de l'excellence, il faut la faire, il faut la regarder, c'est facile de repérer l'excellence. On sait très bien qui sont les bons. Moi, mes amis qui sont surclassés, soit sont partis de France, soit disent surtout ne parle pas de moi, tous les meilleurs. Ne parle pas de moi, si jamais on commence à me voir, je vais commencer je suis fichu. Voilà. Et celui qui est plus cité avec moi, il est harcelé par les mêmes déjà, parce que ça fait longtemps qu'on l'a repéré, qu'il est trop cité, il est trop bon. Il est trop bon pour ça. Donc il y a un vrai déni qui est le déni de la qualité de la puissance scientifique qui est comme ça. Voilà. Maintenant, la France peut toujours imaginer, mais ça irrite beaucoup les gens. Vous savez, ils ont fait deux constructions pour faire des IHU de maladies infectieuses. Une à Paris avec toute la bande qui avait été mise en place au Covid, qui s'est fait décaniller par le jury international. Une à Lyon qui s'est fait décaniller par le jury international. Et mon bon ami, le directeur général de l'assistance publique, a essayé de montrer 2 IHU en dehors des maladies infectieuses qui se sont fait décaniller aussi. Parce que quand vous avez un jury international, c'est pas la même chose que des copains du ministère, c'est autre chose. Bien sûr. Donc, c'est un peu plus sérieux. Ils peuvent être aussi contournés, etc. Mais c'est un peu plus sérieux. C'est pas le Point et c'est pas le ministère. C'est autre chose. Ce qui est étonnant aussi, une dernière chose, Didier Raoult, c'est que on va pas rappeler The Lancet quand même et son article bidon qui a été effectivement non seulement remis en cause, mais The Lancet n'est pas remis en cause. Je veux dire, là, il n'y a pas de poursuite pénale et de dérive, et pourtant c'était le journal le plus cité, le plus connu. Donc c'est encore une fois ces 2 poids des mesures. Vous allez me dire là c'est la France, mais c'est ces 2 poids 2 mesures que je trouve étonnantes, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. Non, mais ça existait, et lui-même, je pense qu'il est très malheureux et incapable de faire autrement. Si vous voulez, le directeur du Lancet, il a lui-même écrit qu'en réalité, il ne pouvait plus avoir une politique qui soit crédible dès que ça touchait à quelque chose qui était un marché. Il a dit, comme j'ai l'occasion de vous le dire, 3 des 4 derniers rédacteurs en chef du New England ont écrit la même chose. Donc la puissance financière actuellement sur la recherche médicale est telle qu'en réalité ces journaux n'y échappent pas. Ils vont y échapper parce que, si vous voulez, moi j'avais dit ça quand j'étais encore populaire à l'INSERM et au ministère, à mon discours de réception du prix de l'INSERM, j'avais dit, méfiez-vous, vous savez, les Chinois et les Indiens ne sont pas plus bêtes que vous. Il y a plus de thésards en Chine et plus de thésards en Inde que dans tout l'Occident réuni. Et bientôt, pour l'instant, ils font semblant de croire et de jouer le jeu. Mais demain, il faudra pas de temps pour qu'ils aient leurs propres journaux. Et c'est ce qui est le cas. Il y a maintenant des centaines de journaux qui ont des impacts extrêmement importants et qui fait que nous, on peut très très bien publier en dehors des journaux anglais et américains. Ça va très bien. l'IHU a fait 500 publications internationales sur le Covid. Vous imaginez bien, on n'est pas des exclus de la science. Donc, effectivement, un palmarès peut en chasser ou en cacher un autre déjà, et un palmarès chasse l'autre. Donc, ce n'est pas plus important que cela, en fait. C'est ça. Non, c'est éclairant, moi, je trouve. Hein. Vous savez, je ne peux pas dire, moi, j'ai un peu honte pour ces gens. J'ai un peu honte pour ces gens qui... On se demande si c'est de l'aveuglement ou si ça a un tel manque de lucidité, comme pour les gens, d'ailleurs, qui sont venus pour cette mission de l'IGAS. J'ai honte pour eux.
d'abord parce qu'ils parlent de choses qu'ils connaissent pas, c'est la science. Et après, ils expliquent la science à ceux qui la pratiquent au plus haut niveau mondial. Sans, avec une assurance tranquille, si vous voulez, qui est étonnante. Voilà, c'est terrible. C'est même pas aux innocents les mains pleines, mais aux ignorants les mains pleines. Merci Didier Raoult. Merci pour cela.